Bonjour, je m'appelle Stéphanie Ax, je suis psychologue de famille. Voilà, donc je m'intéresse à tout ce qui concerne la famille et notamment les relations entre les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut tout partager avec ses frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager tous nos secrets avec nos frères ou nos sœurs? On peut tout partager avec ses frères et sœurs, on ne doit pas. Donc on le fait si on a envie, si on a une relation de complicité, de confiance, peut-être pour créer aussi cette relation de complicité et de confiance. On peut tout partager, même des secrets et aussi des choses par rapport aux parents, parce que ça, c'est des choses qu'on a plus de difficultés à partager avec des amis. Donc avoir des frères et sœurs, c'est aussi partager des choses par rapport aux parents. Est-ce que les jumeaux et jumelles s'entendent mieux que les frères et sœurs normaux? Ce n'est pas mon impression. Enfin, il y a évidemment tellement de choses qui les lient, donc pendant longtemps ils sont très très liés, on dit même qu'ils ont un langage qui leur appartient, mais en grandissant, moi j'ai rencontré des jumeaux qui s'entendent super bien, qui sont super proches, des jumeaux qui s'entendent bien, assez bien, et puis des jumeaux pour qui c'est plus compliqué et qui vraiment chacun ont fait leur chemin. Donc on trouve... J'ai l'impression à peu près la même chose que dans les fratries, si ce n'est que il y a des particularités évidemment à leur gémellité. Est-ce que les frères et sœurs doivent rester unis? Être unis avec ses frères et sœurs, ça offre pas mal d'avantages. Déjà dans l'enfance, c'est plus agréable d'être unis avec ses frères et sœurs au quotidien. Et puis quand on vit quelque chose de compliqué, on peut se souder les uns les autres. À l'école, par rapport à certains camarades, quand on a besoin de son frère ou de sa sœur, ou à la maison, parfois pour faire un peu front commun devant les parents et qu'ils comprennent quelque chose. Et puis à l'âge adulte aussi, c'est chouette de pouvoir rester unis quand on a un petit problème, qu'on a besoin de l'autre, et puis que les parents ils vieillissent et que aussi, à un moment donné, c'est eux qui ont besoin de nous et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et quand les frères et sœurs sont unis et qu'ensemble ils peuvent être unis et solidaires pour prendre soin des parents, ça aussi c'est quand même un bel avantage. Est-ce que les frères et sœurs doivent rester sous le même toit quand ils sont enfants? Vivre sous le même toit, ça permet aux frères et sœurs de partager le quotidien. Et partager le quotidien, ça permet de bien se connaître. On se connaît dans toutes les choses de la vie, de tous les jours. Et puis aussi, ça permet de vivre plus de choses, de la complicité, des jeux, et aussi parfois des conflits. Et puis d'avoir l'occasion de les régler le soir quand on se retrouve ou le lendemain matin. Ce qu'on n'a pas si on ne vit pas ensemble, mais il y a des frères et sœurs pour des tas de raisons qui ne vivent pas sous le même toit et ça ne les empêche pas d'avoir une relation de proximité quand les parents les aident à se voir, à partager des choses ensemble, à partager des bons moments avec les parents et aussi en dehors des parents. Pourquoi est-ce qu'entre frères et sœurs il y a tout le temps des jalousies? Alors on dit tout le temps qu'entre frères et sœurs il y a beaucoup de jalousie, c'est vrai, mais c'est avec eux qu'on a le plus de sources de jalousie. D'abord, on a les mêmes parents, c'est quand même une source de jalousie. Et puis aussi, on vit ensemble, donc on se voit tous les jours. Donc si on était avec des amis, si on vivait avec des amis tous les jours et qu'on partageait des personnes aussi importantes que nos parents, ce qu'on fait avec nos frères et sœurs, il y aurait aussi plus de sources de jalousie. En ayant la même maman, pourquoi est-ce que ma demi-sœur et moi sommes-nous si différentes au niveau de nos passions? On a les mêmes parents, ou on a la même maman, ou le même papa, alors pourquoi on est si différents? En fait, dans les frères et sœurs, on s'étonne d'être aussi différents, mais chaque personne est différente. On est tous différents, donc on l'est aussi comme frères et sœurs, il n'y a pas de raison. Parfois, la seule chose qui change par rapport à des amis ou d'autres personnes, c'est qu'il y a une ressemblance physique, ça c'est possible, mais on n'est pas censé avoir le même caractère, on est tous différents. Et puis, en plus, entre frères et sœurs, si on veut avoir un peu des choses à soi, des territoires un petit peu différents, c'est bien aussi d'être différent pour ne pas être tout le temps comparé. Donc parfois, on a plus de ressemblances qu'on ne le croit, qu'on ne le pense, mais c'est bien aussi de pouvoir mettre en avant certaines différences pour avoir chacun des choses qui nous appartiennent à nous et qui nous définissent et qui font qu'on a une personne unique. Pourquoi est-ce le plus jeune qui se fait le plus gâté? Il y a plusieurs raisons. C'est vrai que les parents, parfois, ils sont un peu plus durs avec le premier, avec l'aîné, parce que c'est le premier, ils sont plus stressés, ils sont pas encore. C'est la première fois qu'ils sont parents et donc
Voilà, ils doivent un peu tester des choses et parfois ils sont un petit peu plus stricts qu'avec les suivants. Et les suivants, les aînés disent il est plus gâté. Et puis c'est le plus petit aussi, alors les parents comparent et ils se disent lui il est plus petit, on va plus le gâter. Mais ce qui est important, c'est que l'aîné puisse le dire, qu'il puisse dire à un moment donné moi aussi j'ai envie d'être gâté par vous, d'avoir de l'affection, d'être près de vous, d'avoir des moments avec vous. C'est bien aussi que les parents y pensent et que les aînés puissent leur dire. J'ai un grand frère et une grande sœur et je me demandais pourquoi on se dispute tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des disputes entre frères et sœurs? On les voit tous les jours. On a les mêmes parents, on occupe les mêmes espaces en plus, la même maison, parfois la même chambre ou le même étage. Donc on a le même espace tous les jours, les mêmes parents. Forcément qu'il y a beaucoup plus de sources de disputes. C'est pas parce qu'on s'entend moins avec eux, c'est parce qu'on a beaucoup plus de moments, d'occasions de disputes qu'avec des amis ou d'autres personnes de la famille. Est-ce que le nombre de remarques est proportionnel à l'âge de l'enfant? Oui, souvent le nombre de remarques est proportionnel à l'âge, c'est-à-dire que les parents vont attendre du plus grand qu'il soit plus responsable, qu'il puisse montrer l'exemple, et donc peut-être qu'on est un petit peu plus strict avec lui, qu'on lui demande, et puis c'est l'aîné, c'est le premier, on a des attentes vis-à-vis de lui, et puis comme il est plus grand, on s'attend à ce qu'il réfléchisse un peu plus, qu'il puisse prendre un peu plus sur lui qu'un plus jeune. Donc c'est vrai que souvent les remarques, ça va quand même en fonction de l'âge. Pourquoi beaucoup d'enfants aimeraient ne pas avoir de frères ou sœurs? Je n'ai pas rencontré tellement d'enfants qui ne voulaient pas de frères et sœurs. Ou alors c'est que vraiment ça se passe pas bien, c'est que vraiment il y a des conflits tous les jours, des tensions tous les jours, et là peut-être il faut y faire quelque chose, peut-être que les parents peuvent faire quelque chose ou qu'ils peuvent demander de l'aide à des personnes comme moi par exemple. Mais sinon j'ai aussi rencontré des personnes, des enfants et puis des adultes qui n'ont pas de frères et sœurs, qui sont enfants uniques, et pour eux, c'est pas forcément facile non plus. C'est pas toujours facile de grandir tout seul et d'être tout seul avec ses parents. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Pourquoi parfois c'est difficile de partager ses parents? Merci. Parfois c'est difficile de partager ses parents parce que pendant longtemps, pendant l'enfance en tout cas, ce sont quand même les personnes les plus importantes pour nous. Donc on a envie d'avoir plein de moments avec eux, mais quand on est enfant unique, ce n'est pas non plus toujours très facile. Donc, de temps en temps, les enfants uniques, ils auraient bien aimé que l'attention se répartisse aussi un petit peu sur d'autres enfants, parce que on peut aussi découvrir l'intérêt d'avoir des moments avec nos parents et puis des moments qu'on a pour nous seuls. Et donc, voilà, ça a aussi de nouveau des inconvénients de devoir les partager, et puis ça peut aussi avoir des avantages. Pourquoi je n'ai pas du tout le même caractère que ma sœur? Est-ce que entre frères et sœurs, on a la même intelligence? Est-ce que les frères et sœurs ont le même groupe sanguin? Non, les frères et sœurs n'ont pas le même groupe sanguin. Habituellement, ils ont des groupes sanguins différents. Enfin, ils ont un capital génétique en commun, mais ils peuvent avoir des groupes sanguins différents, comme ma sœur et moi, par exemple. Je crois que sous certaines conditions, si les parents ont le même groupe sanguin, enfin, tout ça, c'est moins mon rayon. Vous pourrez demander à un scientifique. Même chose pour l'intelligence. Les frères et sœurs n'ont pas la même intelligence. Enfin, ils ont en tout cas, de nouveau, un capital génétique commun, mais il y a tellement de formes différentes d'intelligence que c'est ça qui est plutôt sympa aussi, c'est que chacun va trouver non seulement ses aptitudes et puis sa forme d'intelligence particulière, ce qui le ou la caractérise. Qu'est-ce que ça change d'être enfant unique ou d'avoir des frères et sœurs? Quels sont les avantages d'avoir des frères et sœurs? Ça fait quoi de ne pas avoir de frères et sœurs? En fait, il y a beaucoup de choses. On pourrait dire qu'on manque de partenaires de jeu, de rire, de solidarité, et puis peut-être aussi de partenaires pour s'entraîner à la dispute et au conflit, parce que l'air de rien, c'est utile aussi pour la suite.
Mais les enfants uniques, peut-être il faut les interroger pour voir comment eux le vivent. Il y en a qui disent moi j'avais beaucoup d'amis, j'avais un voisin important, j'avais un cousin, une cousine, et puis mes expériences j'ai pu les faire avec d'autres que des frères et sœurs que je n'ai pas eus. Comment font les parents pour ne pas être très très tristes si leur enfant meurt dans le ventre de sa maman? Mais sans doute, si ça leur arrive, ils vont être tristes, ils sont tristes, et c'est normal. C'est normal, c'est naturel d'être triste. Ce qui compte, c'est d'avoir des personnes à qui en parler, des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous aimer, pour vous donner de la chaleur. Et puis, parfois, ils ont d'autres enfants qui leur donnent de l'amour et de la joie, ou bien un nouveau projet pour un autre bébé quand c'est possible. Qu'est-ce qui change d'avoir une sœur de 20 ans d'écart au lieu d'avoir une sœur de 2 ans d'écart, par exemple? Alors, entre 2 ans et 20 ans d'écart, effectivement, ça change pas mal la donne. 2 ans d'écart, on a les mêmes copains, les mêmes endroits, on est souvent à l'école au même endroit en même temps, on a plus de chances d'avoir des activités communes, des personnes en commun, et donc plus de sources de complicité et aussi de concurrence, avec donc de jeux et de rivalité potentielle. Avec 20 ans d'écart, c'est tout différent parce qu'on ne partage pas toutes ces choses-là. Et souvent on ne partage pas tellement une vie en commun non plus avec autant d'écart, et donc disons que le petit qui aurait un frère ou une sœur de 20 ans de plus vit un peu plus, grandit un peu plus comme un enfant unique, sauf qu'il n'est pas enfant unique et qu'il a un grand frère, une grande sœur avec qui il va développer aussi un lien, une complicité différente de s'ils vivaient ensemble et si l'écart était plus petit, mais qui serait une relation très particulière et qui va peut-être devenir de plus en plus complice au fur et à mesure de l'âge aussi, parce qu'avoir 8 et 28 ans, ce n'est pas la même chose qu'avoir 25 et 45 ans. De nouveau, en grandissant, alors on récupère plus de choses en commun. Qu'est-ce que ça fait d'être la plus petite dans la famille? Ça, c'est une grande question. Et peut-être que chacun répondrait un peu différemment. Et ça dépend de l'enfant, ça dépend de la personne et ça dépend de la famille aussi. Ça peut être chouette, il y en a qui trouvent ça chouette parce qu'on peut être peut-être la plus chouchoutée, la plus protégée, voilà. Mais parfois, c'est pas toujours facile non plus parce qu'on peut avoir l'impression d'être toujours la plus petite et de ne pas être autant prise au sérieux que les plus grands. Est-ce que les grandes sœurs sont plus responsables ou maternelles que les grands frères? Il y a pour le moment toute une série d'études qui se font sur ce sujet-là, qu'on appelle le syndrome de la fille aînée. Bon, moi, j'aime pas beaucoup le mot syndrome parce que ça laisserait penser que c'est un peu pathologique, que c'est un peu comme une maladie, alors que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que les filles et les garçons aînés de famille n'ont pas tout à fait les mêmes rôles. On ne leur demande pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'éduque pas tout à fait les garçons et les filles de la même façon. Alors quand même, ça change. Hein. Ça vraiment ça commence à changer. Hein. Ça a beaucoup bougé quand même ces dernières années. Les filles et les garçons. De plus en plus, on commence à comprendre qu'il ne faut pas que la fille, c'est comme ça en rose et le garçon comme ça en bleu, mais quand même, il y a des choses qui restent et c'est vrai que dans l'éducation des filles, et notamment des grandes sœurs, il est vrai qu'on continue à les élever autour de l'importance à prendre soin des autres, des petits frères et sœurs, des amis ou des parents, ce qu'on propose quand même encore un peu moins aux garçons, aux petits garçons. Mais bon, j'ai bon espoir que quand même ça change tout ça. Pourquoi les frères et sœurs sont-ils parfois si énervants? Les frères et sœurs sont si énervants, c'est parce que ça fait partie de leur charme. On s'ennuierait s'ils étaient tout le temps faciles, gentils, tout doux, non ? Nous sommes 6 frères et sœurs et mes parents ont décidé de faire famille d'accueil. On a accueilli une petite fille et on se demande si c'est notre sœur, notre demi-sœur ou notre sœur de cœur. C'est plutôt ta sœur de cœur, c'est ce qu'on dit des liens qui ne sont pas des liens du sang, des liens biologiques. Donc c'est plutôt ta sœur de cœur qui est un lien choisi
Donc tu pourrais tout aussi bien l'appeler par son prénom, mais si tu dis ma sœur de cœur, c'est que tu choisis aussi d'en faire ta sœur. Et puis, avec les années, si elle reste chez vous et que ça fait des années que vous vivez ensemble, il est possible aussi qu'un jour tu aies envie tout simplement de l'appeler ma sœur. Pourquoi pas, si elle fait partie de ta famille. Mes parents sont séparés, chacun d'eux a retrouvé quelqu'un qui a des enfants. Je me demande si ce sont mes frères, mes faux frères, mes frères de cœur ou mes demi-frères. Techniquement, on appelle ça les enfants d'un beau-parent avec qui on n'a pas de lien de sang. On appelle ça les quasi-frères et sœurs. Bon, le terme n'est pas terrible, il est un peu moche, mais voilà, tu pourrais dire que ce sont tes quasi-frères, mais moi je me demande pourquoi il faudrait mettre le mot frère. Si vous n'avez pas encore vraiment grandi ensemble, si ce sont les enfants de ton beau-parent, faut-il considérer que vous êtes frères et sœurs ? Pourquoi pas ? Vous pouvez choisir de dire c'est un quasi-frère, c'est un demi-frère, on peut choisir de dire, mais on peut aussi se dire c'est Mike, le fils de ma belle-mère, et on s'entend bien et c'est chouette sans pour autant se dire frère et sœur. Ça, alors à partir de là, on a une petite marge de choix aussi. Ma maman a une sœur de cœur. Est-ce que ça fait d'elle ma tante ? Dire que ta maman a choisi une personne pour être sa sœur. Sa sœur de cœur, ça veut dire que c'est une personne qu'elle ressent au-delà des liens du sang, qu'elles n'ont pas. C'est une personne qu'elle ressent comme étant sa sœur. Donc, oui, on pourrait dire que c'est ta tante de cœur, ou que c'est ta tante, mais peut-être ça dépend aussi de voir si toi, tu choisis, c'est-à-dire si vous avez tous les deux un lien qui fait que tu la ressens comme une personne de ta famille. Est-ce que toi, la personne que ta maman a choisie comme sœur, c'est une personne que toi tu ressens comme étant de ta famille ? Alors oui, ça pourrait juste être la sœur de cœur de ta maman, mais si tu la ressens comme étant de ta famille, alors tu pourrais l'appeler ma tante ou ma tante de cœur. Est-ce que la relation frère et sœur est toujours facile ? Je crois qu'on sait tous et toutes que non. La relation entre frères et sœurs n'est pas toujours facile, mais je serais curieuse et intéressée que quelqu'un me décrive une relation qui est toujours facile. Avec les parents, avec les amis, je crois pas. Mes parents sont séparés et ils ont refait un enfant. Et je me demande si c'est mon frère, ma sœur, mon demi-frère, ma demi-sœur, parce qu'on a quand même un lien de sang. Le lien de sang fait qu'on va appeler les enfants d'un parent et de l'autre des demi-frères et sœurs demi, parce que ils ont, nous on a les deux parents et ils ont un de nos deux parents. Donc ce sont des demi-frères et sœurs de sang. Maintenant, donc techniquement ce sont tes demi-frères et sœurs. Peut-être aussi que avec les années, quelquefois j'ai rencontré des personnes qui ont grandi avec des demi-frères et sœurs pendant très longtemps, qui sont proches d'eux au cours de leur vie et qui plus tard finissent par dire en fait moi c'est mon frère, c'est ma sœur, j'ai plus envie de dire demi. Donc chacun le vit à sa façon selon son histoire.